Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindra à la une de l'actualité. Une réplique de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin dans la wilaya de Bjaya. En visite hier dans la wilaya, le ministre de l'Intérieur a affirmé que l'État ne ménagera aucun effort face aux catastrophes et appelle les responsables locaux à se mobiliser pour parer à toute éventuelle urgence. Brusque et inattendu revirement de la position espagnole sur le Sahara occidental. L'Algérie rappelle son ambassadeur pour consultation. Nous aurons avec nous sur le plateau M. Saïd Ayachi, président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, pour un décryptage. À Fès, à l'instar de plusieurs autres villes du Maroc, des centaines d'enseignants contractuels ont investi les rues pour crier leur colère et exprimer leur indignation face aux répressions et arrestations arbitraires des forces du régime du Marzen. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, était hier à Bjaya. Il a affirmé que l'État ne ménagera aucun effort face aux catastrophes, quelle qu'en soit la nature. Bjaya qui a été touché hier par une secousse tellurique de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter. Aucune perte humaine ou matérielle n'est à déplorer malgré l'intensité de la secousse. Samira Hadjamar. Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s'est déplacé hier à Béjaïa, accompagné d'une délégation composée du ministre de la Santé et de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Kamel Beldjoud qui a affirmé que l'État ne ménagera aucun effort face aux catastrophes, quelle qu'en soit la nature, appelant les responsables locaux à se mobiliser jour et nuit pour parer à toute urgence. Dès que nous avons appris la nouvelle, nous avons instruit le wali de Bjaya de mettre en place une cellule de crise. Des techniciens ont été dépêchés à travers toute la wilaya. Aussi, les éléments de la protection civile ont été mobilisés dans toute la wilaya, et ce avec le soutien évidemment des services de sécurité. Nous avons mis en place un numéro vert à la disposition des citoyens. Pour sa part, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a tenu à rassurer sur l'état de santé des citoyens hospitalisés, relevant qu'ils devront dans les jours à venir quitter l'hôpital après de simples chirurgies orthopédiques. La peur et la panique lors d'un séisme poussent certains à commettre des actes au péril de leur vie. Au meilleur des cas, ils se blessent avec fractures multiples qui touchent parfois la colonne vertébrale, provoquant des handicaps ou des maladies chroniques. Mais grâce à Dieu, on a relevé que des fractures simples, et avec la prise en charge du staff médical, les blessés pourraient quitter l'hôpital dès demain. Nous avons instruit nos services pour la création d'une cellule de crise pour la prise en charge et l'accompagnement psychologique des citoyens, et la collaboration entre nos services et la société civile va permettre une meilleure prise en charge de toutes les victimes. Et en coordination avec les autorités locales, nous suivrons de près l'évolution de la situation. Pour rappel, le séisme qui a touché hier à 10h49 la wilaya de Béjaïa a fait une trentaine de blessés légers, dont 27 ont déjà rejoint leur famille. Et puis, sachez qu'une secousse tellurique de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin à 6h35 dans la wilaya de Bjaya. C'est ce qu'a annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. L'épicentre de la secousse a été localisé à 29 km au nord-est de Cap Carbon en mer. Sur invitation du général de corps d'armée Salem Ben Hamed Al-Aql Al-Nabit, chef d'état-major des forces armées qatari, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite officielle à partir d'aujourd'hui au Qatar pour prendre part à la 7e édition de l'exposition de la conférence internationale de défense maritime d'Imdex 2022 qui sera organisée à Doha du 29 au 23 mars. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées de l'État du Qatar permettra également aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun.
Coopération, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Rimtan Lamamra, a entamé ce dimanche une visite de travail et d'amitié de 3 jours en République populaire de Chine à l'invitation du conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Cette visite est l'occasion d'un échange de vues sur les relations algéro-chinoises et notamment sur les questions territoriales d'intérêt commun. Les deux parties ont réaffirmé leur solide relation historique et le caractère stratégique de leurs relations bilatérales tout en confirmant leur volonté à donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales. L'Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat suite aux déclarations des plus hautes autorités espagnoles, constituant un brusque revirement de position concernant le dossier du Sahara occidental. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Revirement donc radical de l'Espagne. Madrid exprime publiquement par la voix du Premier ministre Pedro Sánchez son soutien au régime du Marsenne sur le dossier du Sahara qui prône l'autonomie de la race sous sa souveraineté. Amel Bouarba. C'est un revirement spectaculaire de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. Contre toute attente, Madrid, qui jusque-là soutenait la solution onusienne garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, exprime publiquement par la voix de son Premier ministre, Pedro Sánchez, son soutien au régime du Marsenne sur le dossier sahraoui qui prône l'autonomie de la race sous sa souveraineté. Par ce volte-face inattendu, l'Espagne se range du côté du Maroc et cède ainsi au chantage exercé par le régime du Marsenne qui brandit l'épouvantail de la carte migratoire, notamment après l'arrivée massive en mai 2021 de migrants marocains dans l'enclave espagnole de Ceuta après une absence délibérée de surveillance des frontières côté marocain. Pour Madrid, qui a choisi de rétablir ses relations avec le Marsenne après une brouille diplomatique de plusieurs mois, la fin justifie les moyens. Le vendredi 18 mars, le gouvernement espagnol a fait savoir qu'il avait accordé le rétablissement de relations avec le Maroc après une crise qui dure 15 mois et qui adoptait ou qui soutenait la position marocaine d'un référendum au Sahara occidental. Cette déclaration est une rupture avec la politique traditionnelle de l'Espagne sur la question du Sahara occidental, une rupture très grave qui n'a pas le consensus de la plupart des forces sociales et politiques du pays et qui est clairement un péage, une rançon à les demandes du Maroc, en concret pour assurer deux questions stratégiques pour l'Espagne, qui est la première, que le Maroc n'embête pas l'Espagne avec la question de Ceuta et Melilla, avec les deux enclaves, et en second lieu, pour que le Maroc prenne en charge le contrôle migratoire, c'est-à-dire l'externalisation des migrations. Ces deux éléments qui sont prioritaires pour l'Espagne ont été le péage. Cet acte est perçu comme une double trahison historique envers la cause sahraoui après celle de l'accord de 1975. Le 14 novembre de cette même année, soit quelques mois avant le départ espagnol en février 1976, l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie avaient signé un accord de partition du Sahara occidental entre le royaume du Marsenne et la Mauritanie. Cet accord avait d'ailleurs été condamné par le Front Polisario qui a proclamé la création de la République arabe sahraoui démocratique après le départ des colons espagnols. Considérée comme un grave dérapage, cette nouvelle position du gouvernement espagnol est en totale contradiction avec la légalité internationale, le droit international et l'exercice libre et démocratique par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance prévue lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé, ce qui menace la stabilité de toute la région. Moi, je pense qu'il faut faire une distinction autour de tout ce qui s'est passé entre le texte de la lettre du président espagnol Sánchez au roi du Maroc et le contexte qui entoure toute
ces lettres et tout ce qui s'est passé. Le texte de la lettre n'est pas, à mon avis, aussi grave que le contexte. Parce que s'il est vrai que la lettre exprime un soutien à la position marocaine, c'est aussi vrai que le soutien est conditionné, ou l'appui à une soi-disant autonomie est conditionné à quelle soit une solution aussi acceptée par le Front Polisario, parce qu'on dit explicitement qu'elle doit être une solution mutuellement acceptable. Donc, ce n'est pas une reconnaissance d'une souveraineté, d'une prétendue souveraineté du Maroc, mais un soutien à une position qui n'est pas la solution lorsqu'elle n'est pas acceptée par le Front Polisario. Donc, mais ça c'est le texte de la lettre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le contexte? Le contexte, à mon avis, c'est le plus grave de tout ce qui s'est passé. Parce que il me semble que la lettre a été envoyée au roi du Maroc avec la condition d'être une lettre secrète. Ce virage brusque de Pedro Sánchez pourrait susciter de fortes tensions au sein même de son exécutif avec ses alliés de la gauche radicale favorables à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et nous avons contacté l'avocat du Polisario, maître Gilles Devers. Il revient sur la surprise suscitée sur ce revirement de situation. Je vous propose de l'écouter. Il a été contacté par Nawal Abada. C'est effectivement une grande surprise parce qu'on ne s'attendait quand même pas à voir le leader socialiste se placer dans les bottes de Franco. Or, c'est ce qu'on voit hier et rejoint la position de Franco en 1975. Enfin, je pense que ces gens-là vivent dans un autre monde. Il faut quand même bien comprendre qu'il y a des arguments, des opinions. C'est une chose, les opinions, mais il y a aussi la connaissance, il y a les faits. Et s'il reste le problème du Sahara occidental, c'est pourquoi? C'est pas parce que l'Espagne, elle pense ceci ou elle pense cela, c'est parce qu'il y a un peuple. Vous imaginez que s'il n'y a pas de peuple sahraoui sur un territoire, eh bien, la situation, elle dure comme cela depuis plus de 60 ans. Alors, mais ces gens-là sont dénués de tout sérieux, premièrement. Ensuite, l'Espagne est la puissance administrante nommée par l'ONU, l'ONU qui a dit que c'est un territoire non autonome. Et l'Espagne avait abandonné ce mandat par un accord avec le Maroc, ce qui était complètement illégal. Ils avaient tellement honte que les fameux accords de Madrid, ils ne les ont pas publiés. Et on revient à ça maintenant. Là, pour ce qui concerne le Sahara occidental, c'est du droit international. Et il est lamentable de voir le socialiste Sanchez s'aligner sur les positions de Trump en disant je me lève le matin et puis je décide de la souveraineté sur un territoire. Je rappelle que l'Espagne a vraiment c'est un grand État avec lequel on souhaite tous avoir d'excellentes relations, qui a un rôle important dans la paix sur cette région et en alimentant le discours guerrier, parce que c'est un discours guerrier que le discours marocain, vu qu'il veut s'imposer par la force armée, l'Espagne prend une responsabilité qui est lourde. Je rappelle que l'acquisition d'un territoire par la force armée, c'est un crime de guerre qui est défini par le statut de la Cour pénale internationale. Le Maroc n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale, mais l'Espagne en est membre de la Cour pénale internationale. Donc nous pouvons la poursuivre pour complice. Et il va de soi que ces discussions-là vont commencer et que le débat va devenir public, mais la question est posée de poursuivre M. Sanchez devant la Cour pénale internationale pour complicité de crimes de guerre, car il donne son appui à l'acquisition du territoire sahraoui par la force armée. Et à M. Sanchez, on lui opposera ce qu'il est en train de signer pour la Russie. Et avec nous sur le plateau, Monsieur Saïd Ayachi, bonjour. Donc vous êtes président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Brusque revirement donc de la situation de l'ex-puissance administrante du Sahara occidental. Comment expliquez-vous ce revirement? De toute évidence, c'est une décision grave et à la limite même irresponsable, lorsqu'on sait qu'elle est pleine de dangerosité pour la région, puisqu'elle menace maintenant clairement, elle contribue en tout cas à le faire, la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, puisqu'elle conforte l'occupant marocain dans sa position d'autonomie. C'est étonnant, c'est stupéfiant lorsqu'on sait qu'il y a quelques semaines à peine, un membre du gouvernement espagnol a réaffirmé la position de son gouvernement
quant à la résolution du conflit du Sahara occidental selon le droit international. Or, la décision que vient de prendre le gouvernement espagnol aujourd'hui est totalement en contradiction avec le droit international qui ne prévoit pas l'autonomie pour les pays non autonomes enregistrés comme tels au niveau des Nations Unies. Et aujourd'hui, l'Espagne, ce faisant, se place carrément dans le camp de l'illégalité, de dynamitage du droit international. Et par conséquent, aujourd'hui, l'Espagne est dans une position qui conforte l'occupation et la colonisation d'un territoire, ce qui est encore une fois un point noir dans la trajectoire historique de ce grand pays qu'est l'Espagne. Alors, restez avec nous. Nous allons voir la classe politique espagnole et même ailleurs, d'ailleurs, a réagi concernant le revirement de la position du gouvernement espagnol. Quant à la question du Sahara occidental, beaucoup se disent surpris et scandalisés quant à cette nouvelle position. Bédia Mardi. La classe politique en Espagne et même ailleurs, de même que le mouvement associatif, a vivement critiqué la nouvelle position exprimée par le gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental. Tous réitèrent leur soutien indéfectible à la côte sahraoui et au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est le cas de Ruiz Carlos, professeur de droit constitutionnel en Espagne, qui a exprimé son étonnement et le rejet de la classe politique espagnole de la décision du gouvernement espagnol. La classe politique espagnole a été étonnée de ce qu'on a connu après la révélation faite par l'Alliance de presse marocaine. Le parti du gouvernement a été surpris parce que cette démarche du gouvernement est tout à fait contraire au programme électoral présenté dans les dernières élections, et les autres partis de la gauche et de la droite sont aussi surpris. Le parti de la gauche qui est dans la coalition du gouvernement a exprimé son rejet, son étonnement, mais aussi le parti populaire, le parti de centre-droite, qui aussi a exprimé sa stupéfaction devant cette initiative aussi grave, aussi importante, qui n'a pas été débattue et qui a surpris tout le monde. La ministre du Travail espagnole, Yolanda Díaz, a réaffirmé sur tweet son engagement en faveur de la défense du peuple sahraoui, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toute solution au conflit doit impliquer le dialogue et le respect de la volonté démocratique du peuple sahraoui. Je continuerai à travailler là-dessus, conclut le tweet de Yolanda Díaz. De son côté, Juan Zorreeta a exprimé son regret devant la nouvelle position de son pays sur le Sahara occidental et mis en avant la réaction de l'Algérie qu'il qualifie d'importante. Je voudrais remercier l'Algérie parce qu'on attendait la réponse de l'Algérie à cette histoire terrible. Et comme toujours, l'Algérie a appuyé, a été toujours du côté des peuples sahraouis. C'est absolument nécessaire de le faire parce que c'est l'espoir qu'un jour le peuple sahraoui puisse exercer les droits d'autodétermination. Alors, ce qu'a fait l'Espagne, c'est de dire je ne suis pas avec le droit international, je ne suis pas avec les droits d'autodétermination, que j'appuie, c'est l'occupation illégale du territoire. Alors, pour l'Espagnol, c'est la honte. Je peux vous assurer que j'ai reçu je ne vais pas vous dire combien de messages de tout le monde, des Espagnols, des politiciens, des gens, des juristes, des copains de l'université qui disent comment c'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas possible. Alors c'est ça qui arrive. Pour nous, c'est la honte, encore une fois. Le gouvernement espagnol a trahi le peuple sahraoui. Par ailleurs, la présidente de l'association Les Amis de la Race d'en France se dit extrêmement surprise et choquée. Surprise et choquée de cette décision. En effet, l'Espagne est toujours la puissance administrante. L'Espagne a toujours la responsabilité de la décolonisation du Sahara occidental. Elle a quitté sa colonie espagnole dans des conditions tout à fait méprisables. Et je trouve tout à fait scandaleux qu'une telle décision soit prise aujourd'hui, alors que depuis 45 ans, les Sahraouis
lutte pour leur indépendance et l'autodétermination. Je crois que cette décision ne va pas être suivie, ne va pas être possible, parce que je connais la mobilisation espagnole en faveur du peuple sahraoui. Je connais l'engagement de nombreuses régions. Je connais l'engagement de centaines de familles espagnoles qui sont tellement coupables de s'être mal conduits en 1975 avec les Sahraouis. Les réactions continuent d'affluer. Les Espagnols ont exprimé leur étonnement, leur mécontentement et s'interrogent sur le pourquoi et le comment de cette réaction du gouvernement espagnol. Voilà donc un étonnement général parmi la communauté espagnole, le gouvernement ayant agi en soumission totale au chantage marocain et pour préserver les intérêts économiques espagnols en continuant de piller les richesses sahraouies. On écoute de nouveau l'avocat du Polisario, Gilles Devers. Il a été contacté par Nawal Abada. Et je vous rappelle que nous avons obtenu l'annulation de l'accord de pêche signé entre l'Union européenne et le Maroc parce qu'il prévoyait une extension dans les eaux sahraouies. Bon, la pêche, c'est 95% dans les eaux sahraouies, la pêche marocaine. C'est-à-dire que le Maroc n'a de pêche dans ses eaux territoriales que pour 5% de sa production actuelle. C'est considérable. C'est tout du volet dans les eaux sahraouies. Et quel est le voleur? Le voleur, c'est en grande partie l'Espagne, qui a ses grands chalutiers usines et qui fait à lui seul la grande majorité du chiffre d'affaires. Et l'Espagne devrait bien réfléchir avant d'agir et pas faire l'inverse, parce qu'évidemment, si jamais elle devait maintenir ce point de vue, il faut qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas avoir un point de vue sur terre et un autre sur mer, et les pêcheurs espagnols avec lesquels on cherche à garder une certaine qualité de contact deviendraient les premiers ennemis juridiques, vu qu'il ne sera pas acceptable que les pêcheurs espagnols continuent de venir piller et exploiter les eaux sahraouis en disant que ce sont des eaux marocaines. Et on revient à vous, Monsieur Ayachi. On vient de voir la réaction de la classe politique en Espagne, ailleurs, et même le mouvement associatif. Est-ce que cela ne met pas l'Espagne en porte-à-faux avec la communauté européenne et l'opinion publique espagnole? Très certainement. Il est permis de considérer que cette décision du gouvernement espagnol aura des conséquences très graves. D'abord, parce que sur le plan espagnol, le gouvernement espagnol a cédé au chantage et aux pressions marocaines. Le Maroc a l'habitude de faire chanter le gouvernement espagnol par l'immigration clandestine, par la drogue, par le terrorisme. Et une fois de plus, le gouvernement espagnol a cédé à ce chantage ignoble. De l'autre côté, vous avez les intérêts espagnols, effectivement, qui existent au Maroc et au Sahara occidental, puisqu'il y a 600 unités de pêche espagnoles qui pêchent dans les eaux maritimes espagnoles. Et il y a aussi l'exploitation des ressources naturelles par des compagnies espagnoles. Il y a 200 unités économiques espagnoles installées au Maroc. Et puis, il y a bien sûr cette répercussion au niveau de l'Union européenne où l'accord entre le Maroc et l'Union européenne vient d'être dénoncé par la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, il faut recalibrer ces accords. Et nous attendons bien sûr maintenant, après l'appel qu'a fait la Cour européenne, ce que sera l'avenir de ces accords-là. Sur le plan espagnol, il y a consensus pour s'élever contre la décision du gouvernement espagnol. 85% de la société espagnole, la société civile espagnole, soutiennent les Sahraouis. Il y a au sein même du gouvernement espagnol une aile du gouvernement qui soutient les Sahraouis. Il y a des parlementaires espagnols qui soutiennent les Sahraouis. Il y a donc ce gouvernement espagnol, à l'évidence, esselé quasiment dans cette position, dans cette décision qu'il vient de prendre, et cela démontre encore une fois qu'il a cédé à des pressions et à un chantage du régime marocain pour prendre ces décisions tout à fait, encore une fois, je le répète, très dangereuses et pour l'Espagne et pour la région. Monsieur Saïd Ayachi, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. On écoute à présent la réaction de Bernard Schmitt, avocat et historien qui considère non fondée la décision espagnole.
le gouvernement espagnol a officiellement radicalement changé de position concernant ce territoire, en déclarant que cette fois-ci, il considérait que le soi-disant plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc en 2007 pour ce territoire qu'il occupe constituait, je cite, la base la plus raisonnable, la plus réaliste pour l'avenir de ce territoire. L'Algérie a en conséquence rappelé son ambassadeur en Espagne. Or, si je dois réagir à la fois en tant que juriste, avocat et aussi militant des droits de l'homme que je suis, je ne peux que rappeler que la position nouvelle officielle des autorités espagnoles est erronée. Elle n'a pas de base en droit, dans la mesure où le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 et jusqu'à aujourd'hui sur la liste des territoires non autonomes tenus par les Nations Unies, donc autrement dit comme un territoire colonisé. Alors il est vrai que le 26 février 1976, le représentant officiel de l'Espagne a déclaré officiellement auprès des Nations Unies que le Royaume d'Espagne mettait fin définitivement à sa présence sur ce territoire. Ceci dit, il n'a pas été décolonisé puisqu'il a été revendiqué par le Maroc. Le Maroc a revendiqué sa souveraineté sur ce territoire sans demander son avis à la population qui s'y trouvait. Ensuite, l'année prochaine, comme tous les auditeurs, toutes les auditrices le savent, le Maroc a organisé la Marche verte en installant des ressortissants à lui dans ce territoire. Mais donc le vote sur l'avenir du territoire de la population n'a pas eu lieu. Et donc la décolonisation, l'accession à l'indépendance du territoire qui doit pouvoir librement déterminer son avenir n'a pas lieu. Ainsi, je considère comme non fondée en droit international une position qui considère désormais qu'un plan d'autonomie présenté par la puissance occupante pourrait constituer la base de solution du conflit qui dure depuis 1975, dans la mesure où une autonomie à l'intérieur d'un État n'est pas la libre disposition qui doit exister pour la population du territoire. Et de son côté, le Congrès américain refuse de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le président du Congrès américain, le sénateur Patrick Leahy, l'a affirmé. Les membres du Congrès américain avaient adressé vendredi dernier une lettre au président américain dans laquelle ils expriment leur inquiétude quant à la politique des États-Unis vis-à-vis du Sahara occidental et les contrats d'armes conclus entre l'administration de Biden et le Maroc en décembre dernier. Je vous invite à écouter à ce propos le représentant du Front Polisario pour la France, Mohamed Sidati. En effet, en relation avec le positionnement récemment exprimé par le Sénat américain, vous avez entendu les déclarations de M. Patrick Leahy en qualité du président du Sénat qui exprime le refus par le Sénat de reconnaître la souveraineté ou la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et cela me paraît très très important. Ça nous rappelle les positions déjà exprimées par la Cour de justice européenne qui parle, concernant le Sahara occidental, d'un territoire séparé, distinct de celui du Maroc. Et donc, pour ce qui est de l'aide, des dotations financières, l'administration américaine, les États-Unis doivent veiller à séparer, à distinguer le royaume du Maroc du Sahara occidental. Donc ça me paraît une avancée très importante, c'est un pas positif dans la bonne direction pour le Sahara occidental et pour la lutte de son peuple. Donc d'ailleurs, la position exprimée par le Sénat a été entérinée par l'administration et donc par le président Joe Biden. La non-reconnaissance justement de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et je dirais dans ce cas, ça revient à faire tomber à l'eau les déclarations de Trump, ce qui est positif, et un progrès en somme, si on peut dire, au niveau américain pour le peuple sahraoui. Donc, et partant donc, ils reviennent à la conclusion que la seule voie qui vaille est celle de la légalité internationale, puisque
il a été clairement dit que la politique américaine doit inscrire sa démarche dans celle des Nations Unies et donc respecter le droit. Et je crois qu'on peut dire que c'est une autre estocade, c'est un autre revers, surtout dire que les déclarations ou la déclaration de Trump n'est plus de mise et donc c'est très important. Et je crois que actuellement la cause sahraoui fait son chemin, surtout que les États-Unis disent soutenir les Nations Unies, et donc une solution conforme au droit international et une solution bien sûr acceptée aussi bien par le Front Polisario que par le Royaume du Maroc. Donc je dirais que dans ce cas précis, la diplomatie marocaine a encore, et ses efforts de lobby ont mordu la poussière. Au Maroc, les citoyens poursuivent leur combat pour dénoncer l'injustice, la répression et les arrestations arbitraires exercées par les forces du Marzane à l'encontre des enseignants contractuels qui réclament leur intégration dans la fonction publique. L'exemple ce midi dans la ville de Fès. Yasmine Saudi. Déterminé à obtenir justice, rien ne semble arrêter le peuple marocain qui continue de protester contre la condamnation injuste des 45 enseignants contractuels qui réclamaient de meilleures conditions socio-professionnelles. À l'instar de plusieurs villes du Maroc, des centaines d'enseignants contractuels ont investi les rues de Fès pour crier leur colère et exprimer leur indignation face aux répressions et arrestations arbitraires des forces du régime du Marzane. رجال التعليم لا لشيء الا انهم كيحتجوا اولا الضرب في الحق ديال الاحتجاج الذي تضمنه كل المواثيق الدوليه لان حق الاحتجاج والتعبير. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Fès pour tenter d'arracher la dignité des enseignantes et des enseignants marocains et pour dénoncer aussi les arrestations et les répressions subies par le corps enseignant de la ville de Rabat. Nous demandons l'intégration des enseignants dans la fonction publique et nous refusons les répressions dont nous faisons l'objet lors des manifestations. Une chose est sûre, nous continuerons notre combat pour obtenir nos droits fondamentaux. النقابيه المناضله اللي كذلك كترفض هذه الممارسات القمعيه والاحكام الجائره والتاكيد على اننا لن نتراجع عن كرامه الاستاذ نعتبرها خط احمر وهذه الاعتقالات السوريه هي مساس. Les poursuites judiciaires sont une atteinte à la dignité des enseignants. Il faut savoir aussi que les enseignants interpellés ont tous écopé de condamnations de 1 à 3 mois fermes. Nos revendications sont claires. Nous voulons la création de postes budgétaires pour les enseignants contractuels. Vous le savez, hier, nous avons écouté le porte-parole du gouvernement marocain pour essayer de répondre à nos demandes. Pourtant, c'est un ancien de l'éducation nationale. Son intervention était totalement contradictoire. كنشوفوا هذا الخطاب اللي هو متناقض وحتى ملي كنشوفوا الخطاب ديالو يعني بين البارحه قبل التنصب ديال الحكومه قبل ما انه يكون في الحكومه واليوم كنشوفوا هذا الخطاب اللي هو متناقض. Le comité national du secteur de l'éducation a dénoncé fermement l'ensemble des poursuites judiciaires infondées et montées de toutes pièces à l'encontre des enseignants contractuels, faisant observer que l'approche martiale adoptée par le Marzane à l'encontre des enseignants sera vouée à l'échec. Dans le même sillage, l'Association marocaine des droits de l'homme a fait le constat de la poursuite de la dégradation du niveau de vie des Marocains et a condamné les décisions rendues par la justice marocaine contre un certain nombre d'enseignants contractuels protestataires. L'actualité parlementaire à présent, l'Assemblée populaire nationale tient aujourd'hui une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi portant organisation de la haute instance de transparence, de lutte et de prévention de la corruption.
Allègement du dispositif relatif aux conditions sanitaires applicables aux voyageurs dès aujourd'hui et qui se décline comme suite. L'exigence d'un pass vaccinal de moins de 9 mois, l'exigence d'un test PCR de moins de 72 heures pour les personnes non vaccinées et puis la suppression du test antigénique à l'arrivée. Et puis sachez enfin que ce dispositif demeure adaptable en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Football, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Jamel Belmadi, a animé ce matin une conférence de presse au Centre technique national de Sidi Moussa en prévision des 2 matchs barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, prévus les 25 et 29 mars face au Cameroun. Et puis le sélectionneur est revenu sur le choix des 24 joueurs convoqués et sur cette double confrontation. Avec nous en direct, notre correspondant Fatah Abada. Fatah, bonjour. Pouvez-vous nous faire le point sur cette conférence? Bonjour Amina. Effectivement, le coach, vous avez tout résumé pratiquement. Le coach a fait, il a répondu pratiquement à toutes les questions. La plupart des questions concernaient la composante, les 24 retenus pour ces 2 confrontations face au Cameroun. Le coach a expliqué brièvement que, en fait, ces 24 joueurs faisaient partie d'un groupe de 35 joueurs présélectionnés, c'est-à-dire la liste élargie. C'est vrai qu'il n'a pas essayé de justifier ses choix. Il a dit que c'était les choix de l'entraîneur et que ce n'était pas le moment de dire pourquoi a été tel choix ou tel choix. Il a dit que pratiquement tout le monde comprendrait ses choix, mais on fera le bilan à la fin, c'est-à-dire après le match retour. Il a certainement précisé que tout le monde était préparé, que c'était une question d'honneur, que c'était le drapeau qu'on devait défendre, qu'il jouait pour le peuple algérien et que ces choix ont été faits en fonction de beaucoup de paramètres, notamment les joueurs les plus préparés. Il n'a pas omis de préciser aussi que les joueurs qui n'ont pas été retenus ont été avisés, il y a eu des explications et tout le monde a accepté sportivement les choix du sélectionneur. Merci à vous, Fatah Abada. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir du Centre technique national de Sidi Moussa où le sélectionneur national de football a animé ce matin une conférence de presse. Merci. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.